Bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Il a été le siècle du sang et des larmes, et c'est nous, indigènes, qui avions saigné et pleuré. Telle est l'expression à travers laquelle Farhat Abbas a qualifié la fin du XXe siècle lorsque elle a commencé la réflexion sur un parcours de militants et de combats pour la libération de l'Algérie. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au parcours de ce militant atypique, Farhat Abbas, et son combat pour la libération de l'Algérie. Cette émission coïncide avec la célébration de la création du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, dont il a été le tout premier président. Pour revenir sur le parcours de Farhat Abbas, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nassim Abbas, qui est le neveu de Farhat Abbas. Monsieur Nassim Abbas, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci de nous recevoir. Vous venez de citer une phrase de Farhat Abbas qui illustre les conditions dans lesquelles vivaient les indigènes en Algérie. Et il disait notamment: le bonheur individuel est momentanément interdit en Algérie parce que la misère est trop grande. Et il ajoutait ensuite: ce sont les malheurs de notre pays qui m'ont poussé dans l'arène politique. Et l'arène politique, il l'a commencé déjà en 1919, quand il était étudiant à la pharmacie à la faculté d'Alger. Étudiant, il a contribué par ses écrits à dénoncer le régime colonialiste et la supériorité des races. Ses écrits étaient signés sous le pseudonyme de Kemal Abenserraj. Kemal Abenserraj pour Kemal Atatürk et Abenserraj pour le dernier roi andalou d'Espagne. D'ailleurs, ces écrits, publiés entre 1919 et 1930, seront regroupés sous le titre significatif « Jeune Algérien ». C'est sur le modèle jeune turc, jeune tunisien. C'est dans cette perspective qu'il a commencé la lutte, n'est-ce pas? Effectivement. Ce recueil a été publié dans les années 30 et il reprenait un peu tous les articles qu'il avait signés quand il était au service militaire français et quand il était étudiant. Président de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, il a créé une revue, Telmid, dans laquelle il faisait dire: ces jeunes gens pour lesquels l'université n'a encore que condescendance hautaine ne sont pas seulement les enfants de leur famille, mais ceux du peuple algérien au service duquel ils emploieront leurs talents et consacreront leur existence. Voilà un peu Farhat Abbas. Alors, donc, pour cette introduction, et puis, j'aimerais commencer par pratiquement la fin, parce que, est-ce qu'on peut dire que lorsque Farhat Abbas est nommé président du GPRA dès sa création, le 19 septembre 1958, est-ce qu'on peut considérer cette nomination comme une consécration d'une lutte qui a duré donc pratiquement 40 ans? Elle n'est pas en 58, elle a commencé en 1919, 58, 39 ans, une quarantaine d'années après. Est-ce que c'est une consécration ou bien c'est le fruit d'un consensus? Je pense que ce n'est pas une consécration pour Farhat Abbas. Je crois que c'est le résultat d'un combat politique qu'il a mené pendant toute sa vie. Vous savez, je vais vous citer une phrase qui a été écrite en 2011 justement sur la constitution du GPRA, dans une revue qui consacrait ses écrits au discours historique par des hommes d'exception. Et dans cette revue, il était écrit que le 19 septembre 1958, qui est le 1416e jour de la révolution
algérienne était proclamée simultanément au Caire et à Tunis par le FLN la naissance du GPRA. Et comment il concluait? Il disait, ce GPRA a un visage, c'est celui de Ferhat Abbas. Il donne l'image, il donne au monde entier, au peuple algérien, l'image d'un gouvernement uni, déterminé et respectable. C'est cette image-là qu'a donné Ferhat Abbas à la révolution algérienne, parce que c'est un homme de dialogue, un homme de synthèse et un homme de paix. Un homme de paix, de synthèse, donc c'est un homme de consensus. Et de consensus. Parce que à la constitution du GPRA, il n'avait aucune ambition pour le présider. Il avait lui-même proposé comme président Lamine Debbarine ou Karim Belkacem. Et il avait dit, le GPRA doit être constitué des 4 partis qui constituent le FLN. Le CRUA, le MTLD, l'UDMA et les Oulama. Pour Karim, Bossouf et Bentobal se sont opposés. Pour Lamine Debbarine, les détenus à la prison de la Santé se sont opposés. Et c'est comme ça qu'il a été choisi à l'unanimité comme président du GPRA. Alors, président, après avoir donc dissous l'UDMA en 1955 et adhéré au FLN. Et puis, l'adhésion au FLN, il y avait une déclaration, la fameuse déclaration de l'hôtel Semiramis au Caire, avec Ahmed Ben Bella. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment? Parce que qui a surpris la presse française à l'époque. Il ne faut pas oublier que Ferhat Abbas avait déjà pris attache avec le FLN à Alger. Par l'intermédiaire de Ammar al-Khama, en janvier 1955. Et Ammar al-Khama lui avait dit, je vais organiser une rencontre avec les dirigeants de la zone d'Alger, du FLN, en l'occurrence Abba Ramdan et Ouamran. Donc il leur avait dit, qu'est-ce que je peux faire? Il lui avait dit, qu'est-ce que je peux faire pour le FLN. Ils lui ont demandé de récolter des fonds et de fournir du médicament. C'est ce qu'il a fait quand il est parti à Sétif. Et le FLN lui a demandé à l'UDMA, en avril 1955, de participer aux élections partielles qui se sont déroulées en Algérie, pour mobiliser la population algérienne pour le FLN. Et l'UDMA a déposé en septembre 1955 la motion des 61, demandant au gouvernement français d'entamer des négociations avec le FLN. Et en 1956, l'UDMA a cédé son local à l'UGTA. À l'UGTA, exactement. Donc il y avait déjà des contacts. Alors certains historiens ont rapporté cette première rencontre entre le FLN et Ferhat Abbas. La rencontre s'est déroulée chez lui, à Alger, dans sa maison. Il va recevoir donc Abba Ramdan et Ammar Ramdan. Et ce jour-là, Abba Ramdan avait dit à Ammar Ramdan, il ne faut pas parler parce que laissez-moi expliquer à Ferhat Abbas. D'ailleurs, Abba Ramdan dit que nous avons des armes, etc., etc. Il leur a dit, moi je peux vous servir sur le plan logistique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette... Effectivement, d'abord il les avait reçus, et lui-même nous racontait ça, ils n'avaient pas mangé. Ils n'avaient pas mangé. Ils étaient venus le soir, ils n'avaient pas mangé, donc il leur avait offert que des gâteaux, parce que le dîner était dépassé. Mais il a longuement parlé avec Abba Ramdan. Ils ont longuement échangé. Il leur avait dit, moi je ne veux pas, et je ne veux pas que le sang algérien coule sans qu'il y ait une préparation. Nous avons déjà subi beaucoup de souffrances, la révolte d'El-Mokrani, Bouhamama, il a cité un peu tous les soulèvements qui se sont passés sans qu'ils soient organisés. Et c'est là où Abban lui a dit qu'effectivement, nous avons pris des dispositions
pour qu'on ne retombe pas dans le piège des anciennes révoltes d'un soulèvement, disons, anarchique. Oui. Et il leur a dit effectivement, la France n'a jamais voulu écouter la voix de la raison. Et il ne reste plus que les armes. Et je suis avec vous. Alors, juste après cette rencontre, il avait commencé à préparer des lots de médicaments. Oui. Il avait mis son propre véhicule donc à la disposition. Il a été arrêté oui. avec Amar al-Rachid, qui distribue les tracts du FLN, oui. Ici, à Alger. Et puis la décision de partir au Caire. Oui. On est donc début de l'année 56. Oui. Il va partir au Caire via la France, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce... Là, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il devait partir à Troyes. Oui. Lui, Francis et Maître Sator. Oui. Malheureusement, Maître Sator était malade, oui. Très malade. Donc, ils sont partis qu'avec Francis. Je ne pourrais pas vous dire s'il avait pris rendez-vous avec Boumengel ou pas, qui était à Paris. Oui. Mais ils sont partis, disons, au Caire. Et il avait dit à Abben, vous êtes tous des jeunes. À l'époque, il avait 56 ans. Ah oui, déjà, oui. Déjà 56 ans. Oui. Donc, je ne vois pas à quoi je pourrais vous servir. Oui. Je vais me retirer en Suisse et vous laisser mener la révolution. Abben lui a dit non. La révolution n'appartient plus à personne. Elle appartient à tout le monde, au peuple algérien. Oui. Et vous êtes très utile pour, disons, au plan international, pour l'Algérie, pour faire connaître notre combat. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté là-bas. Et à ce moment-là, quand il est parti au Caire, oui. Ben Bella, qui avait été président de l'OS, oui. est venu lui dire, parce que vous êtes venu, c'est la première fois que je vais me montrer en public. Ils se sont montrés donc sur le balcon. Sur le balcon. Alors c'était agréable. C'était émouvant. Donc il a dit aujourd'hui il parle au nom du FLN. Du FLN, oui. Du FLN. C'est Ahmed Boulay disait de Farhad Abbas. À partir d'aujourd'hui, il va parler au nom du FLN. Est-ce que c'était une manière de le mandater déjà? Ou bien c'était un coup médiatique plus? Je pense que c'est... Bon, Ben Bella lui disait qu'il n'est jamais apparu au public, oui. En public. Oui. Est-ce que c'est un coup médiatique? Est-ce que c'était préparé? Oui. Je ne saurais vous le dire. Oui. Après au Caire, donc au Caire, nous savons qu'il va donc rejoindre la délégation extérieure. La délégation extérieure. Il y avait un intense travail diplomatique. Il fallait faire connaître la révolution oui. algérienne. La délégation extérieure donc était présidée à l'époque par Lamine Debarine. Oui. Et lui a été chargé de faire connaître la révolution algérienne, surtout vers les pays d'Amérique. Oui. Et c'est comme ça qu'il s'est déplacé, il a fait par pratiquement tous les pays d'Amérique pour faire connaître la révolution algérienne et avoir des appuis. Et donc après la création donc, du comité de coordination des élections, du CCE, le deuxième, Farhad Abbas va figurer dans le... Deuxième, oui. Le deuxième CCE, oui. En 57. En 57. Ils étaient 9 membres du CCE, donc il y avait Lamine Debarine, Mehri, Ferhat Abbas et Abbar Ramdan. Et d'un autre côté, il y avait Krim, Bossouf, Bentobal, Mahmoud Sherif et Ouamran. C'est ce qui constituait le CCE. Le deuxième CCE. Le deuxième CCE. Celui de 1957. En 57. Et puis il va devenir également membre du CNRA. Oui, il était déjà membre du CNRA voilà. en 56. En 56. Non, 56, par le congrès de la Soumam. Oui, en 56. Le congrès de la Soumam l'a élu comme membre titulaire du CNRA. Alors, cette période passée au Caire, donc avec les responsables, ceux qui ont déclenché la guerre de libération nationale, va en quelque sorte influencer son orientation politique, n'est-ce pas?
Non, je ne pense pas qu'elle puisse influencer son orientation politique. Son orientation politique, elle était déjà acquise pour lui. Il avait essayé d'accéder à l'indépendance sans la violence. Oui. Une fois que le sang a coulé, c'était terminé. C'était un rapport de force qui s'était établi avec la France. Et déjà, mais il avait une vision. Vous savez que le 16 septembre 1959, Oui. De Gaulle avait, dans une allocution, annoncé la possibilité de l'autodétermination pour l'Algérie. Oui, oui. Jean Daniel, qui est de l'Observateur, raconte, parce qu'il était à Tunis, Oui. il dit « J'étais chez Ferhat Abbas quand il a reçu l'envoyé spécial du New York Times, Jean Bradley. Oui. Et Jean Bradley a été stupéfié par la vision de Ferhat Abbas qui disait « Maintenant, il va falloir se préparer à la négociation. » Et vraiment, De Gaulle, quelle audace. Il a dit « Nous étions stupéfiés devant tant de lucidité. » Voilà. Donc, mais il savait que ça va se terminer par des négociations, Oui. Dès le début. Dès le début. Enfin, à partir de septembre 59, toutes les tendances françaises étaient entre les mains de la colonisation, tous les partis français. Mais Ferhat Abbas, il a compris que le lobby des colonialistes en Algérie, c'est lui qui façonnait un petit peu la politique française. Des partis français. Des partis français. Oui, en France. Vis-à-vis donc de l'Algérie, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ce lobby qu'il n'a pas cessé de combattre toute sa vie, pratiquement. Oui. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ce lobby-là qui a créé l'OS. Ouais. Alors, pour revenir à cette lutte de Ferhat Abbas, donc on a évoqué la première partie, les jeunes Algériens, son parcours à l'université, et puis il va, à partir des années 30, avec donc l'apparition du mouvement réformiste en Algérie avec les ulama, ils vont réfléchir à un cadre unitaire. Donc c'est le congrès musulman de 1936. Et l'idée, souvent on dit que c'est les ulama, mais nous savons que derrière ce congrès c'était Ferhat Abbas. Ferhat Abbas, surtout le docteur Benjeloul. Et le docteur Benjeloul, qui était président de la Fédération des élus du Constantinois, qui a joué un très grand rôle dans ce rassemblement, où il y avait les ulama, les élus et les communistes. Alors là, ce congrès se termine par la présentation de ce qu'on appelle la charte revendicative du peuple algérien. La charte revendicative du... Et les colons ont tout fait pour saboter ce congrès-là. Ils l'ont saboté d'ailleurs. Ils l'ont saboté parce qu'il y a eu l'assassinat de l'imam Kahoul, où ils ont inculpé Cheikh Laourbi. Oui. C'était orchestré. Parce qu'ils avaient peur d'un rassemblement unitaire. Et avant 1936, il y avait une politique que Ferhat Abbas suivait avec Benjeloul, qui était l'assimilation, qui était une politique révolutionnaire pour l'époque. À l'époque, oui. Oui, bien sûr, il faut vous mettre dans le contexte des années 30 et des années... Le fascisme était partout en Europe. Et il fallait donc demander quelque chose. Et ils avaient demandé donc la nationalisation. On se demande aujourd'hui pourquoi elle a été refusée. Parce que pour eux, par le biais de l'assimilation, sans la naturalisation, on pouvait restaurer l'État algérien qu'on recherchait. En 1936, d'ailleurs, c'est ça, quand vous racontez donc cette vision. Nous savons qu'en 1936, lorsque l'Italie occupe la Libye, Ferhat Abbas, qui était incité à l'époque, organise une manifestation de soutien. Au peuple libyen. Oui. En 1934, Mussolini avait agressé la Libye. Et Ferhat Abbas a réuni pratiquement l'ensemble de la population indigène de Sétif pour manifester contre cette occupation. Et cette vision unitaire va s'affirmer une deuxième fois après l'échec du congrès musulman.
par le manifeste du peuple algérien. Un manifeste qui a été précédé par un mémorandum, parce qu'on doit rappeler tout d'abord que Farhat Abbas avait adressé aux Alliés en décembre 1942, juste après la fameuse opération Torche, c'est-à-dire le débarquement des Alliés sur les côtes algériennes, un mémorandum dans lequel il réclame l'autodétermination, le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Effectivement, vous avez raison, mais il faut remonter à 1938. Oui. En 1938, Ferhat Abbas quitte la Fédération des élus et dit que maintenant, il faut un parti politique pour essayer d'éveiller la conscience des masses. Et il crée l'UPA, l'Union du peuple algérien. Malheureusement, la guerre de 39-45, donc il gèle les activités de l'UPA, du parti, et s'engage dans l'armée française pour combattre pour la liberté. Démobilisé en 1940, il adresse un mémorandum au maréchal Pétain. D'abord, En 1940, où il met en exergue la situation éprouvante de la paysannerie algérienne. Parce que tout le combat de Ferhat Abbas, c'est l'émancipation de la paysannerie algérienne. En 1942, il adresse un autre mémorandum, un message aux Alliés. Le message aux Alliés. Et en 1943, il a été arrêté pendant cette période à Tell el-Bala. Il a été assigné à résidence. Quand il a après le manifeste. Après le manifeste, en 1943, oui. Et a créé le manifeste. Alors. Et ce manifeste-là, a fait l'objet de certaines prétentions historiques. Historique, oui. Pour dire, certains disaient, comme Charles-André Julien, le manifeste a été écrit par Murphy, qui était le représentant des États-Unis à Alger. Oui. D'autres disaient non, il a été écrit par Berg, qui était au gouvernement général. Oui. D'autres, les nôtres, ont dit non, il a été écrit par Lamine Debbarine. Le manifeste est loin de la doctrine de Lamine Debbarine. Alors, l'idée du manifeste, je pense que c'est l'idée de Farhat Abbas. Oui. Il a été rédigé avec un autre pharmacien, donc c'était Assétif, Mohamed Hadi Djoumam, qui était président de l'association des étudiants. Des étudiants, et Farhat Abbas, assisté par la future épouse de Farhat Abbas, en la personne de Marcel Stutzel. C'est dans son appartement qu'ils ont écrit le manifeste. Et la bonne femme sera arrêtée d'ailleurs. D'ailleurs, après en 1945, elle sera arrêtée. Mais celui qui a inspiré le manifeste, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est Robert Louzon. Robert Louzon est un communiste qui a écrit la Révolution prolétarienne. Il avait fait un ouvrage qu'il avait remis à Ferhat Abbas. Il avait été frappé par l'ouvrage. Et c'est comme ça qu'il a pris le terme de manifeste de cet ouvrage. Il avait pensé à plusieurs titres et il a pris tout ce qu'il y a du manifeste pour ça. Et il l'a écrit. Alors, il l'a écrit, mais l'apport du parti du peuple algérien, il est indéniable. Du PPR, évidemment, donc dans la vulgarisation de ce projet, parce qu'il va y avoir... Au départ, le manifeste devait être signé par les élus. Les élus, exactement. De l'administration. Oui. Et c'est ça qui a stupéfié les Français. D'ailleurs, il a été signé par tout le monde. D'abord, il a été signé par les 28 élus, si ma mémoire est bonne. Hein. C'était... Les Tanzali, tout le monde ont signé ça. C'était les délégations financières. Ferhat Abbas a fait la tournée de l'Algérie pour faire signer le manifeste. Quand les élus l'ont signé, il a fait signer d'autres personnes, c'est-à-dire la société civile algérienne, indigène. Il l'a fait signer. C'est comme ça qu'il a fait signer le manifeste. Et il l'a défendu. Alors, dans ce manifeste, la nouveauté, parce que c'est un texte révolutionnaire à l'époque. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux points? Il y a 3 points importants. C'est la conscientisation du peuple algérien. La conscientisation du peuple algérien. Et c'était pour la première fois que le peuple algérien
était au devant de la scène politique. Parce que c'était au nom du peuple algérien. Du peuple algérien, exactement. C'est ça. Et c'est la première fois que le principe de l'indépendance était posé. Et d'ailleurs, un grand historien hongrois, Nagy László, qui a fait des études sur les mouvements révolutionnaires au Maghreb, cite comme document fondamental du nationalisme algérien le manifeste du peuple algérien. Alors, et ces écrits sont toujours là. Voilà un texte qui va déranger le lobby colonialiste en Algérie, qui va essayer de tout faire pour faire capoter donc l'initiative, n'est-ce pas? Notamment avec l'alliance qui a été faite entre le PPA d'un côté et l'UPA à l'époque. Voilà. Oui. Disons les amis du manifeste. Les amis du manifeste et de la liberté. Oui. On dit souvent, parce que... C'était les locaux de Farhat Abbas, parce que le PPA était donc, à l'époque, le PPA était, disons, il n'était pas très connu en Algérie. Il était dans la clandestinité. Il était dans la clandestinité, mais il n'était pas très connu. Oui. Donc, il a bénéficié de l'apport des structures des structures des AML qui travaillaient en plein jour. Oui. Mais ce qui a dérangé le plus le gouvernement français, c'était le rejet par Ferhat Abbas de l'ordonnance de 1944. 44, oui. Qui a été prise par De Gaulle pour, si vous voulez, donner la citoyenneté française à certains élus algériens. Oui. Et Ferhat Abbas a rejeté ça en créant les AML. Et les AML a dérangé. Les AML qui évoquaient clairement le droit à l'autodétermination, le drapeau algérien, la constitution d'une république algérienne, et une assemblée algérienne, un gouvernement algérien, et qui rassemblait plus de 500 000 adhérents à l'époque. 500 000 adhérents aux AML. Et les élections municipales commençaient en France. En 1945. Le lobby du colonna et l'administration surtout française, notamment le préfet de Constantine, ont dit il ne faut pas laisser les AML aller aux élections. Il faut à tout prix les éliminer. Comment les éliminer? Ils ont commencé à créer des foyers de troubles. Et le préfet de Constantine dit à Francis, Ahmed Francis, et à Saaden surtout, docteur Saaden, il lui dit des troubles vont éclater en Algérie et un grand parti va être dissous. Et c'est ce qu'ils ont fait le 8 mai 1945 à Sétif. Donc, d'un point de vue, à l'époque des AML, c'était une provocation. C'était un guet-apens, un piège. Un piège pour que le parti ne gagne pas les élections. Pour que le parti ne gagne pas les élections. Et pour noyer l'initiative. Et pour arrêter l'initiative de rassemblement. Et pour arrêter la dynamique de conscientisation. D'ailleurs, Farhat Abbas sera arrêté après. Après, il va y avoir le massacre. Donc, oui, un massacre terrible. Terrible massacre du 8 mai 1945. Il a été arrêté avec Saaden et enfin Cheikh El-Bachir Brahimi dans la prison de Constantine. Dans la prison de Constantine. Mais il a été arrêté à Alger. À Alger, et transféré à Constantine. Mais avant, j'aimerais revenir sur l'épisode, donc le rapport de Farhat Abbas avec Marcel Stotzel, donc son épouse. Son épouse, oui. C'était sa deuxième épouse. Sa deuxième épouse, qu'il va épouser juste après sa sortie de prison. Effectivement. Et la cérémonie sera présidée par Cheikh El-Bachir Brahimi. Cheikh El-Bachir Ibrahimi. Alors, quels étaient les rapports beaucoup d'historiens n'ont pas évoqué. Nous savons qu'il y avait un rapport très très étroit entre Farhat Abbas et El-Bachir Ibrahimi. Oui. Farhat Abbas aidait, oui, il est énorme, aidait l'association des ulama dans son travail de démystification, parce qu'il y avait certains zaouïas qui étaient entre les mains de l'armée, de la colonisation. Oui.
et elle faisait tout pour maintenir les indigènes dans leur état de moyenâgeux. Lui aidait à la construction des médarsas libres, ce qu'on appelle les médarsas libres. Il a été aux côtés des ulama pour cette action-là. Pour vous, donc, vous êtes son neveu. Je sais que la famille Abbas avait subi, donc, et c'est la chose qui a façonné un petit peu sa vision politique, subi les affres de la colonisation, notamment le soulèvement de 1871. Oui, effectivement. Donc sa famille a été fait l'objet de séquestres. Et leurs terres ont été données aux Français. Et sa tribu a été déplacée à ce qu'on appelle aujourd'hui Ferjiwa, à Fidjemzala. Oui. Et sa mère lui racontait ce que lui disait son père. Oui. Elle lui disait, c'est pas nous qui avons été vaincus, c'est nos fusils. Et elle lui racontait les douleurs et les souffrances qu'ils ont subies. Donc à partir de là, il a conçu une politique non violente. C'est pour ça qu'il a dit, donc il ne faut plus que le peuple algérien baigne dans le sang. Il faut que j'évite le plus de malheur au peuple algérien. Cette philosophie l'a guidé dans toute son action. Ces rapports à la famille n'apparaissent pas donc dans ces textes. Il a écrit beaucoup, Farhat. Il a écrit, il a donné. Il faut lire La Nuit coloniale. Oui. Il faut lire le jeune Algérien. Bon, pour lui, ce qui était important, c'était l'émancipation de la paysannerie algérienne et du peuple algérien, de faire sortir le peuple algérien de l'ignorance, de la misère. C'était ça son objectif. Il avait un intérêt particulier pour la paysannerie? Oui. Il disait, j'ai un lien biologique avec la paysannerie. Oui. Et d'ailleurs, dans l'un de ses voyages en Inde, à New-Delhi, oui, un journaliste l'a interrogé. Oui. Il lui a dit, Monsieur Abbas, si vous n'aviez pas fait de la politique, que feriez-vous? Il lui aurait dit, cultiver la terre. Voilà ce qu'il lui a répondu. Donc il avait un rapport à la terre un petit peu particulier. Ah oui. Mais je vous dis charnel, il avait un rapport à la terre charnel. Il était profondément ancré dans la terre algérienne. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase où il disait l'objectif de la colonisation, c'est de laisser la place au peuplement français. On va nous considérer comme des peaux rouges. Mais c'est cette terre qui nous a vu naître et c'est cette terre qui nous enterrera. Et c'est l'avenir de nos enfants se fera dans cette terre-là. Nous ne serons pas des peaux rouges. C'est les Arabo-Berbères qui ont écrit l'histoire de ce pays. Voilà, Monsieur Nassim Abbas, vous évoquez ce voyage à New Delhi qui était important, oui. Même s'il n'a pas été reçu par oui, bien le sûr. Premier ministre. C'est bien ça, sûr, oui. Mais nous savons par la suite qu'il avait contacté quelqu'un, donc un grand militant qui va servir la cause algérienne, oui. Et qui va donc fournir tout le dossier pétrole, donc Salah Bokouak, oui, donc qui malheureusement a été assassiné par la main rouge. La main rouge. Donc, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il a évoqué lui-même cette rencontre? Parce que c'était une rencontre. Oui, il a évoqué dans un de ses livres, oui. Où il le dit. Oui. Et je me suis entretenu avec Bouakwir et tout ça. Et c'est comme ça qu'il avait gagné donc à la cause algérienne. À la cause algérienne. Oui. Et qui leur avait donné les éléments d'information nécessaires par rapport au pétrole, par rapport aux découvertes des entreprises. Pour pouvoir faire face aux négociations éventuelles. Et puis après New Delhi, donc, où il avait donc, fait cette rencontre importante pour la suite de la lutte de libération, et notamment pour les négociations futures, il a fait d'autres capitales importantes. Il a fait pratiquement l'ensemble des capitales. Il le cite, toutes les capitales. Il a voyagé partout pour faire connaître la révolution algérienne. Oui. Vous savez, Kennedy n'est pas venu comme ça. Il a été reçu également avec une délégation par Kennedy. Non, il n'est pas venu. Vous savez, il n'a pas proposé son aide à l'Algérie comme ça. Oui. C'est parce qu'il a vu.
Il a constaté le combat algérien. Et donc, et ça lui a rappelé un peu ce qu'ont fait les premiers Européens contre les Anglais aux Amériques. Et il était favorable à une aide pour l'Algérie. Ces rapports avec... il y a un autre militant important, donc c'est Lamine de Bari. Il a eu la chance, donc, ils se sont rencontrés. Oui. Et beaucoup d'historiens trouvent des similitudes dans la démarche, dans la modération, dans la prestance, dans la conviction également. Oh. Donc, ils se sont rencontrés d'abord à Sétif, oui. en 1943, oui. Après dans le cadre des AML, oui. Et puis dans le cadre de la délégation extérieure, et puis dans le cadre du GPR. Oui. Alors, quels étaient les rapports entre ces deux? Ils avaient des rapports cordiaux. Oui. Il ne faut pas oublier qu'en 1945, c'est dans la voiture de Ferhat Abbas que... Oui. Que la mine de Bari est venue avec Chedimki. C'est dans sa voiture. Oui. Vous savez, c'est un homme de paix. C'est un homme qui est au-dessus des contingences. Vous savez, le 20 août 1955, un de ses neveux, Allawa Abbas, qui a été assassiné à Constantine. A été assassiné à Constantine. Oui. Il a été informé de cet assassinat. Et le lendemain, la République algérienne devait paraître. Il y avait Boumengel, Hakimi, Francis. Ils se demandaient comment ils allaient titrer le journal, le titre du journal. C'est une époque charnière. C'est un grand problème. Il a été victime dans sa chair. Vous savez, il se lève. Il leur dit, prenez comme titre Allawa Abbas, victime du colonialisme. Allawa Abbas, victime du colonialisme. Et quand il s'est rendu à Constantine, ils avaient trouvé que Allawa Abbas avait donné 100 000 francs au FLN et qu'il leur avait livré 2 caisses de médicaments. Ferhat Abbas, qui va céder sa place donc à Belkhada en 1961. En 1961, oui. Et qui va rebondir après donc, le cessez-le-feu en étant élu donc, président de la première il a cédé la place parce qu'il y avait une pression de De Gaulle. De Gaulle ne voulait pas négocier avec Ferhat Abbas. De Gaulle n'a jamais pardonné à Ferhat Abbas d'avoir remis le mémorandum aux Alliés et d'avoir refusé l'ordonnance de 1944. En ajoutant, il est marié avec une Alsacienne, c'est-à-dire une Allemande. Donc, il n'est pas question qu'il négocie qu'il signe avec Ferhat Abbas, parce que les négociations étaient déjà avancées. Oui. Et Jean Amrouche, qui était très lié à Ferhat Abbas, et très lié à De Gaulle, a rapporté à Ferhat Abbas que De Gaulle ne voudra jamais que tu signes le cessez-le-feu. Et il y avait aussi la pression des membres de l'OS qui ne voulaient pas que Ferhat Abbas rentre comme président en Algérie. Voilà. Ce sont ces deux rencontres-là qui ont fait qu'il a... Mais il va faire quand même le consensus au sein de la première assemblée algérienne. Non, le consensus, il va le faire quand en 1962, il rejoint Tunis. Oui. Parce qu'il estime que le GPRA n'avait pas quitter le CNRA, que pour lui, Ben Khadda a fait une faute. Il ne fallait pas quitter le CNRA puisque le CNRA a remis, le GPA a remis son mandat au CPR, au CNRA, pour élire un bureau politique. Oui. Et il y avait 2 candidats pour le bureau politique. Il y avait Karim Belkacem et Ben Bella. Ben Bella a eu le plus de nombre de voix. Oui. À ce moment-là, il quitte le CNRA. Il dit non. Il est rentré à Sétif. Quand il est rentré à Sétif, il y avait des affrontements qui commençaient. Oui. Sont venus le voir le commandant Himi, le commandant Mahyouz et Ouamran. Donc il s'est dit, moi je ne peux pas rester spectateur. L'Algérie est menacée. Il y a un risque de congolisation. Vous savez ce qui s'est passé au Congo, avec la création du Katanga.
l'armée française était déjà à Mers el-Kébir et il y avait des incidents à Oran. Ils prenaient prétexte comme quoi des Européens avaient été tués par le FLN. Donc l'armée française menaçait. Donc il a dit il faut qu'on arrête ça. Oui, il a dit il faut qu'on arrête ça. Et c'est pour ça qu'il a rejoint Tunis. Il a rejoint Tlemcen. Ensuite, quand il a rejoint Tlemcen, il y a eu, si vous voulez, une sorte de consensus pour rentrer sur Alger. Ben Bella est rentré sans lui à Alger. Et quand ils sont venus, donc il y a eu la constituante. La constituante. Et la constituante a pratiquement regroupé tous les anciens leaders, à part Ben Khadda, qui faisait pas. Il y avait Boudiaf, Krim, Aït Ahmed, tout le monde. Alors, justement, donc, il est élu président de la constituante. La constituante pour Sétif. Il va proclamer quelque chose qu'il a rêvé peut-être toute sa vie. Oui, la République algérienne. Démocratique et populaire. Oui, il va la proclamer. Est-ce qu'il vous a, je termine donc avec des questions plus personnelles, est-ce que vous a raconté quelque chose par rapport à ce qu'il avait ressenti il nous a dit j'ai ressenti deux fiertés. Oui. L'une en Chine, quand ils avaient été reçus par Mao Tse-tung. Il nous a dit je n'ai jamais frissonné quand j'ai entendu l'hymne national joué par les Chinois. Les Chinois. Et Mao Tse-tung, il avait eu avec lui une longue discussion, parce qu'il n'était pas l'habitude de Mao. Oui. Et quand il a annoncé la République algérienne, ce sont les deux moments, disons, de joie. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué donc, dans la vie de Farhad Abbas, personnellement? Personnellement, vous savez, mon père est mort jeune. Oui. Et c'est quelqu'un qui a le sens de la famille. Nous étions nombre 8. Il nous a réunis chez lui. Ma tante est restée toute seule à terre. Il l'a ramenée chez elle. C'est une personne qui avait le sens de la famille extraordinaire, qui était ouvert aux autres. Je crois que je vous dirais que c'est un extraterrestre par rapport à, disons, ce qu'on voit traditionnellement. Extraterrestre, mais trop terrien, vous l'avez dit. Exactement. Voilà. Qui a les pieds sur la terre. Avec les pieds sur la terre, profondément ancré en terre. Moi, ce que je voudrais, c'est que la jeunesse algérienne lise ces livres. Par rapport à son rapport, puisque vous dites qu'il avait le sens de la famille. Donc, je sais qu'il a pris en charge les enfants de son frère. Quel était le rapport qu'il entretenait avec vous, justement? Des rapports filiaux. Filiaux. Il vous considère comme son fils. Son fils? Oui. Et qu'est-ce qu'il pensait de l'éducation, etc. Parce qu'on n'a pas évoqué, nous savons qu'il a écrit beaucoup de choses sur l'éducation. Parce que pour lui, l'émancipation, c'est l'éducation, la science, tout ça. D'ailleurs, il a enfin, je ne sais pas si on peut le retrouver, il avait fait éditer un ouvrage qui s'appelle « Du manifeste à la République algérienne ». Et il y avait là-bas un passage. « De quoi demain sera-t-il fait ?» Ce passage-là, c'est un grand chapitre. « De quoi demain sera-t-il fait ?» où il met en avant la science pour délivrer l'Algérien, l'éducation, et surtout l'éducation de la fille et du garçon, pas uniquement le garçon. C'est-à-dire l'éducation de la personne algérienne dans toute sa totalité. Et puis, au niveau de la société, le tissu social, c'est quelqu'un qui est très très proche, donc plutôt, n'est pas proche, qui est milité pour la consolidation du tissu social. Oui. Pour lui, l'élite devait faire corps avec la masse. Et quand il a été à Sétif élu conseiller général et conseiller municipal, conseiller municipal pour Sétif et ensuite conseiller général pour Constantine, la première action qu'il a faite, c'était de créer la cité des gosses. La cité des gosses, c'était prendre les enfants démunis qui rentraient là et les prendre en charge.
C'était la première opération qu'il avait faite. La deuxième opération qu'il a faite à Sétif, c'était celle de permettre aux paysans qui venaient au marché avec leurs bêtes d'aller s'abreuver à Infouara, parce qu'il les obligeait à payer une taxe. Il a fait annuler cette taxe. Il était totalement imprégné dans la vie quotidienne des gens et de leur souffrance et de leur espoir. Mais il ne mentait pas. Il ne tenait pas des propos, si vous mensongers, voulez, haineux, etc. haineux et qui ne pouvaient pas tenir. Ouais. Voilà l'homme. Est-ce qu'il avait de l'amertume donc vers la fin de sa vie? Non, disons pas de l'amertume, mais il avait du regret. Alors, je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Nassim Abbas, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir évoqué le parcours du premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, Monsieur Farhat Abbas. Je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission et je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.